Bonsoir, on va commencer cette conférence, enfin cette table ronde qui n'est plus une table ronde. Nous excusons Rebecca Lévy-Guillain qui devait venir ce soir et qui malheureusement n'a pas pu être avec nous en raison d'un empêchement personnel. Donc finalement ce soir ce sera plutôt une discussion avec Margot Giacinti. Donc cette table ronde s'appelait Au nom de l'amour, de la justification des violences de genre. Et je voudrais rappeler déjà que si la notion d'amour semble en apparence s'opposer à la notion de violence, l'amour se retrouve bien souvent au cœur de discours servant à justifier les violences, à les masquer ou à les euphémiser. Dans Triste Tigre, un ouvrage autobiographique dans lequel Neige Sino raconte l'inceste qu'elle a subi de la part de son beau-père entre ses 7 ans et ses 14 ans, elle écrit qu'au procès, il a été obligé de justifier ses actes et que, je cite, « Il disait qu'il lui avait été insoutenable d'avoir été rejeté par la petite fille que j'étais. Il trouvait impossible que je ne veuille pas l'aimer et avait trouvé comme seule possibilité d'entrer en contact avec moi celle de la sexualité. C'était une explication fallacieuse. Comment une petite fille allait-elle aimer quelqu'un qui la viole ? Mais c'était une version qu'il maintenait contre vents et marées. » Ici, l'amour est utilisé pour justifier le passage à l'acte violent lui-même, mais il est aussi parfois utilisé pour minimiser la gravité de ces violences, dans le cadre de violences conjugales, par exemple. Même si, comme le dit si bien Neige Sino, c'est une fable, c'est une explication fallacieuse. Alors que ces violences ne traduisent jamais l'amour, mais toujours de la domination, finalement, de la domination de genre, mais aussi dans le cas de l'inceste, de la domination adulte, l'amour continue d'être au centre des discours des agresseurs, mais aussi des victimes et des commentateurs et des commentatrices de ces violences. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va explorer ce soir. On continue d'ailleurs de romantiser ces violences. En témoigne par exemple le succès du sous-genre littéraire qui est la dark romance, qui est vraiment un sous-genre littéraire qui s'est constitué autour de cette question de la violence dans la romance, dans l'amour. Donc aujourd'hui, on va essayer de réfléchir à tout ça par le biais d'un type de violence de genre spécifique, d'une violence qui est finalement paroxystique, celle du féminicide. Et donc pour cela, nous avons le plaisir d'écouter Margot, qui est postdoctorante en sciences politiques au CNRS. Elle a soutenu en 2023 une thèse intitulée « Quand il n'y a pas mort d'homme, socio-histoire du féminicide en France de 1791 à 1976 ». Et elle est l'autrice de ce livre, Le commun des mortels, faire face au féminicide, publié aux éditions Divergence en 2025, qui est un livre un peu plus accessible que ton travail de thèse, donc qui est plus donc dans une perspective de plus vulgarisée. Et c'est vraiment le travail de Margot est un travail important qui a permis notamment d'historiciser la question du féminicide, alors même que la notion est quand même relativement récente. Et puis j'ai oublié d'ajouter que tu étais militante au planning familial du Rhône. Donc je vous propose d'abord d'écouter Margot. Peut-être est-ce que tu peux nous présenter d'abord un petit peu rapidement ton objet de recherche, c'est ta méthodologie et ton terrain d'enquête, afin qu'on puisse ensuite, que vous ayez quand même des notions et qu'on puisse ensuite aborder spécifiquement cette question de l'amour. Je te laisse la parole. Merci Laura, merci du coup à l'Université d'Angers de m'avoir invitée. Alors je le disais à Laura tout à l'heure, en ce moment avec les événements du 8 mars, on est amené, pour nous chercheuses qui ont travaillé sur les questions de genre, à beaucoup intervenir. Je trouvais que le cadrage proposé aujourd'hui était assez intéressant sur la question de l'amour, mais je voulais quand même vous expliquer un tout petit peu d'où je parle. Sur cette question, parce que du coup moi je prends en fait la question de l'amour à travers celle du féminicide. Donc je vais essayer un petit peu de l'expliciter aujourd'hui. Alors rapidement, je vous ai préparé quelques slides, c'est assez court. Après on partira plutôt sur un échange entre Laura et moi sur des questions. Mais l'idée c'était quand même de repartir sur qu'est-ce que c'est le féminicide comme objet. Et en fait le féminicide c'est un concept qui est récent. C'est un concept qui naît dans les années 90 sous la plume d'une sociologue qui s'appelle Diana Russell,
que je vous ai mis donc sur le PowerPoint. C'est une sociologue qui fait partie des mouvements de libération des femmes, donc là pour le coup états-uniens, et elle va commencer à se rendre compte qu'il y a plein de faits qu'on appelle homicides qui sont traversés par la question du genre et qu'il faudrait renommer. Et en particulier, elle va donc essayer de faire un premier ouvrage que je vous ai mis ici en violet. Quand moi j'ai commencé à travailler sur le sujet, on pouvait encore le trouver. Aujourd'hui, il est très difficile de le trouver. Moi, j'ai eu une vieille copie d'une librairie états-unienne qui presque l'a abandonné, ce bouquin. Et dans ce bouquin, elle va définir le féminicide de 2 manières. L'assassinat misogyne des femmes par les hommes et le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. C'est généralement la 2e définition qu'on garde. Donc aujourd'hui, celle qui nous parvient, c'est bien meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, mais on retrouve bien cette idée de assassinat misogyne d'un type de population, les femmes, d'un type de classe, les femmes, par les hommes. Ce féminicide, il s'inscrit dans un concept qui est très utilisé aujourd'hui quand on étudie les violences, c'est le continuum de la violence sexuelle. Et en fait, l'idée de le réinscrire dans ce continuum, c'est simplement de dire que c'est une manifestation du rapport de domination patriarcale. Donc, en fait, le féminicide n'est pas une violence particulière. Il est quand même lié à cet ensemble. Si on imagine un continuum comme une sorte de cylindre, on aurait le viol, le harcèlement, etc. et le féminicide. Donc, c'est nourri un petit peu par la même origine. Dès le départ, Diana Russell va dire que le féminicide, il est multiple. Alors aujourd'hui en France, nous on a un peu une acception qui est restreinte. Concrètement, si vous voulez, nous on a un peu tendance à définir le féminicide par la bulle qui est en rose là, donc féminicide conjugaux ou intime. Mais dans la théorisation de Russell, le féminicide est beaucoup plus large. Vous pouvez retrouver donc en gros violences gynécologiques. Vous pouvez retrouver des féminicides qui sont liés au fait qu'on a tué des femmes qui étaient lesbiennes parce qu'elles étaient lesbiennes. On peut avoir des viols meurtriers. On peut avoir des féminicides qui sont racistes, de meurtres spécifiques de femmes noires par exemple. Donc c'est un ensemble de faits. Ce n'est pas uniquement le féminicide conjugal ou intime. Donc ça, il faut le garder dès le départ dans la théorisation féministe. Ces formes-là sont présentes. Donc voilà, la question, on pourra en reparler plus tard, mais il y a une forme qui chez nous, en gros, se manifeste particulièrement, c'est la question des féminicides conjugaux, mais ce n'est pas le cas partout. Aujourd'hui, quand Laura va me poser les questions, auxquelles je vais essayer de répondre du mieux que je peux, je vais parler de la manière dont j'ai étudié ce féminicide, mais j'ai essayé de l'étudier dans un temps où il n'est pas nommé comme tel. Le féminicide est un sujet qui est difficile à traiter quand moi j'ai commencé, c'est-à-dire en 2017, simplement parce que ce mot, il apparaît comme un néologisme, on ne le comprend pas, et donc c'est pas une catégorie d'entendement si vous voulez. Quand je dis, moi je disais en 2017 je travaille sur le féminicide, je voyais très bien que mon interlocuteur ou mon interlocutrice ne comprenait pas ce que je faisais. Donc il n'est pas compris, c'est pas une catégorie d'entendement, et ça s'accorde avec autre chose, c'est que le féminicide n'était pas devenu un problème public. C'est pas quelque chose, si vous voulez, qui faisait l'objet de discussions à l'Assemblée nationale, on n'avait pas le mot qui circulait, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué ma recherche, parce que moi je commence à un moment où ce mot n'existe pas pour la plupart des Français et des Françaises. Dans le livre et aussi la manière dont je vais répondre à Laura, en fait, il y a 2 corpus d'enquête que je mobilise. Donc il faudra, quand je réponds aux questions, j'essaierai de faire la différence, mais je voulais quand même vous les expliciter. J'ai été formée comme politiste. Et quand on est formé comme politiste, en fait, généralement, on fait de l'entretien sociologique, on fait de l'observation. Le problème du féminicide, c'est que les femmes, elles sont mortes. Donc je ne peux pas m'entretenir avec elles. Je ne peux pas essayer de savoir, comme on le fait pour le viol, pour les victimes de viol, comment elles ont perçu l'événement, quelles conséquences ça a eu dans leur vie. Je ne pouvais pas le faire pour le féminicide. Donc voilà, ça m'a mise en difficulté à plusieurs endroits. Et donc j'ai dû constituer, si vous voulez, un corpus d'enquête qui était double. J'ai essayé d'enquêter sur les idées. Est-ce qu'on a nommé
le féminicide par d'autres mots avant qu'il soit nommé comme tel aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres mots qui ont permis en partie de décrire le féminicide? Et si oui, lesquels? Et si oui, comment? Et le deuxième corpus, c'est un corpus, on va dire, un peu plus étude de cas. Et donc là, je suis partie dans les archives judiciaires. Donc aujourd'hui, en tant que citoyenne française, vous avez le droit de vous inscrire aux archives départementales et de consulter les archives. Et dans ces archives judiciaires, j'ai pu trouver des cas où je me suis demandé, bon, bah, est-ce que ce cas-là, moi, de ma place de politiste du XXIe siècle, j'appellerais ça féminicide? Donc je suis venue discuter un peu, si vous voulez, les formes que j'avais dans les archives. Donc voilà, donc j'ai essayé de contourner les difficultés avec plein de matériaux différents. Et aujourd'hui, je vais souvent, vous allez voir, systématiquement passer des idées aux faits, parce que ça constitue un petit peu les deux parties de mon travail. Donc par exemple, juste pour les idées, qu'est-ce que je peux avoir? On peut avoir des débats parlementaires, de la doctrine juridique, des débats scientifiques, on va pas mal en parler aujourd'hui, notamment des débats de médecins légistes. Et du côté des archives, bah, voilà, c'est des cas, hein, donc à la fois de féminicides que j'ai appelés conjugaux, mais pas que. Il peut y avoir aussi des viols meurtriers, des féminicides de femmes âgées, etc., etc. Voilà, donc juste pour terminer sur cette petite présentation, ce travail, il a été fait par étapes, et donc il a fallu, si vous voulez, quand en tout cas j'ai travaillé sur les idées, que je cherche un petit peu les différentes expressions qui nommaient le féminicide, mais on va avoir l'occasion d'en reparler largement maintenant. Tu veux, oui. Ok, vas-y. Non, tu veux pas. Non, bah on va en reparler après. Petite question déjà pour commencer, de quel type, par rapport à ton terrain, et donc on a vu que la question du féminicide finalement elle est assez large et qu'elle revêtait vraiment des formes d'homicides différentes, mais par rapport à cette question de l'amour, où est-ce qu'on peut la trouver et dans quel type de relation, de quel type de relation on parle ici et voilà. Alors sur la question de l'amour, donc je la trouve tant quand on fait un petit peu l'histoire des mots qui ont précédé le féminicide que dans les cas. Du côté des idées, en fait, la question de l'amour, elle va commencer tout doucement à poindre dans le milieu des années, du 19e siècle, avec, si vous voulez, deux catégories d'acteurs. Les ancêtres de ceux qui vont fonder la psychiatrie en France et la littérature romantique. Du côté de la littérature romantique, on va notamment trouver donc dans les. Alors je ne sais pas, peut-être que vous avez lu. Moi, j'étais obligée de le lire quand j'étais en 4e, le Rouge et le Noir. On va avoir toute une tradition de la littérature qui commence à se dire, en fait, dans les classes bourgeoises, on se marie par contrat. Ça, c'est pas un amour qu'on souhaite en fait pour la société. Ce qu'on souhaite, c'est un amour pur, un amour spontané, l'amour des classes populaires. Stendhal, il se base sur cette idée pour construire en fait sa proposition du Rouge et le Noir. En fait, il veut valoriser un amour qui serait pur, un amour qui serait pas un contrat marital entre deux parties, hein, comme on peut l'avoir, par exemple, je sais pas si certains d'entre vous ont vu Bridgerton, les chroniques de Bridgerton. Dans les chroniques de Bridgerton, on a vraiment cette idée que non seulement on fait un match de classe, hein, un match qui serait intéressant socialement, mais en plus il y a de l'amour. Bon bah voilà, si vous voulez, Stendhal critiquait ces classes bourgeoises en disant il n'y a pas d'amour, c'est que du contrat, et donc ça amène à l'adultère, ça amène à plein de choses, etc. qu'on veut pas. Donc ça, c'est la première chose. Et du côté de la psychiatrie, on va retrouver l'amour par le fait que les aliénistes, les premiers médecins du 19e siècle, disent, en fait, on trouve des gens on trouve des crimes dans lesquels les gens font apparaître qu'ils étaient très amoureux. Et cet amour, ils ne savent pas trop comment le nommer, et ils parlent de monomanie. En fait, monomanie, une forme d'obsession. Alors, cette monomanie, elle est amoureuse, elle est érotique, et elle est aussi homicide. Donc, il parle un petit peu, donc ça se retrouve par là. Du côté des faits, avant que je te laisse poser peut-être ta deuxième question, mais
Du côté des faits, on va trouver aussi la mobilisation de l'amour, donc dans les archives judiciaires, mais étonnamment, on ne la trouve pas au début dans le 19e. On va la trouver qu'à la fin du 19e, et je ne vais pas trop m'avancer dessus parce que peut-être que tu as une question qui porte justement sur ça. Mais si vous voulez, dans la première partie, il y a trop de pudeur pour arriver à exprimer l'amour. On va avoir très peu de marques d'amour ou de lettres d'amour dans les archives du 1er du 19e, et ça va progressivement arriver, mais plus tard, parce que précisément, il est en train de se passer quelque chose du côté des idées. Alors du coup, il va falloir qu'on crève l'abcès tout de suite. Donc, est-ce qu'il y a une expression, est-ce qu'il y a des expressions ou des termes spécifiques qui caractérisent justement la façon dont l'amour est instrumentalisé pour dissimuler des violences ? Donc la grosse catégorie que vous connaissez sans doute, que j'avais marquée là, en fait, c'est la catégorie du crime passionnel. Le crime passionnel, il naît à la toute fin du 19e siècle et il se nourrit de la monomanie érotique et de cette idée du romantisme, on va dire, de Stendhal. Mais en fait, on ne le retrouve pas que chez Stendhal, on le trouve aussi chez Hugo, on le trouve aussi chez Sand, chez Musset. On va retrouver cette formation de l'amour qui est valorisée, mais c'est toujours un amour qui est tragique. C'est un amour qui est impossible et qui amène des fois à tuer, bien souvent d'ailleurs, à tuer une femme. Mais ça peut aussi amener à tuer un homme qui est au milieu. Par exemple, un ancien amant, un collègue, etc. etc. Donc, c'est de l'amour qui va systématiquement se finir en drame. Ce crime passionnel, c'est une catégorie qui va intervenir à la toute fin du 19e, qui se fait un peu par étapes. La première étape, c'est du côté de, on va dire, de ces ancêtres, enfin, du coup de l'aliénisme, l'ancêtre de la psychiatrie, c'est globalement, on considère que certaines personnes ne sont pas responsables de leurs actes. On va essayer d'admettre le fait que parfois, il y a des fous, et donc ils commettent des faits qui ne peuvent pas leur être reprochés. Et ça vient bouleverser un peu la logique criminelle. Parce que peut-être que certains ne sont pas responsables de la même manière que d'autres. Et donc cette folie, bon, il y a des cas où vraiment, aujourd'hui, peut-être qu'on dirait toujours que c'est de la folie. Mais dans cette catégorie un peu vague de la folie, les criminologues, donc c'est une autre école, c'est beaucoup plus tard, on va dire c'est la fin des années 1860, donc ce qu'on va appeler la criminologie française et italienne, commence à dire, ok, dans les catégories, on peut voir un criminel par passion. Le criminel par passion, c'est celui qui va notamment tuer sa conjointe, son épouse, la personne avec qui il voulait avoir des relations sexuelles, etc. Et ce criminel par passion, c'est un criminel par emportement. C'est-à-dire que son acte est spontané, il n'est pas prémédité. Et par ailleurs, son acte, c'est ce que disent les criminologues, c'est un acte beau, c'est un acte noble parce que ce qui motive ce criminel, c'est l'amour. Alors, pourquoi les criminologues pensent que l'amour, c'est noble, surtout par rapport à quoi ? En fait, ils ont toujours en ligne de mire la question du vol. À cette époque-là, si vous voulez, le vol, c'est quelque chose d'extrêmement puni et vu comme quelque chose de vraiment déshonorant. Et donc, l'amour va systématiquement être opposé au vol. Ce criminel par passion, il va devenir progressivement, on va nommer ça les crimes par passion. Et la catégorie aujourd'hui qui nous reste, c'est la catégorie du crime passionnel. Et en fait, elle s'est progressivement installée pour dire, voilà, il y a une différence entre des criminels voleurs et des criminels, en fait, excusables. Les criminels par passion, mués par un sentiment noble, l'amour. Et surtout, on estime qu'ils ne sont pas dangereux, ces criminels par passion, parce qu'ils ne vont pas récidiver. On pense que, en fait, quand on a tué une fois par amour, on ne tue plus par amour, une deuxième fois. Donc voilà, donc là, il y a la catégorie qui est très importante, et en fait, elle est tellement importante qu'elle se construit à la fin des années 1880-90, mais qu'elle a une vraie durée jusqu'à aujourd'hui, puisque en fait, quand je commence mon travail de thèse, si je dis aux gens je travaille sur le crime passionnel, tout d'un coup tout le monde comprend sur quoi je bosse. Donc par rapport aux catégories d'entendement, on n'est pas du tout sur les mêmes.
Pour continuer sur cette notion, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la façon dont cette catégorie elle a été mobilisée concrètement dans les procès? J'imagine, donc tu l'as dit, pour dédouaner les homicidaires, les meurtriers. Et est-ce que tu peux aussi après revenir un petit peu sur l'historicisation de cette catégorie, parce qu'effectivement ça perdure aujourd'hui, on le voit encore dans des gros titres de journaux de faits divers, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut encore retrouver, même si heureusement ça tend à disparaître. Mais est-ce qu'on peut voir des évolutions assez précises, ou est-ce que c'est très diffus finalement? Alors, la catégorie du crime passionnel, quand elle émerge, voilà, donc si vous voulez, elle émerge tout doucement début du 19e. Donc, par exemple, Stendhal, c'est vraiment 1830-1840. L'aliénisme, c'est pareil, 1830, etc. Donc ça commence à se nouer. Il y a des liens entre, d'ailleurs, aliénisme et romantisme. Les romantiques lisent les aliénistes lisent les romantiques. Et progressivement, on va avoir donc cette catégorie qui va être récupérée par la criminologie donc italienne et française. C'est seulement à la fin, on va dire toute fin du siècle, que je vais vraiment retrouver dans les archives judiciaires cette catégorie du crime passionnel. En fait, il a fallu un temps pour qu'elle s'imbibe. C'est un peu comme le sachet de thé, vous mettez dans l'eau, tout de suite il ne s'infuse pas, puis si vous laissez vraiment, votre thé devient imbuvable parce qu'il est super amer et que vous l'avez laissé trop longtemps. Là, c'est pareil, en fait. Le sachet s'est infusé et à la fin, on voit dans les cours d'assises des accusés qui vont complètement reprendre le discours du crime passionnel, alors même que, juste avant, jamais ils n'utilisaient le mot de l'amour. Donc là, on va avoir quoi? On va avoir je l'ai tué par passion, je l'aimais trop, on va avoir des mises en scène qui rappellent les romans romantiques, donc des mises en scène où il va y avoir par exemple des bougies éteintes, des draps, des corps qui sont positionnés d'une certaine manière. Donc il y a une mise en scène en fait, notamment dans cette idée du meurtre-suicide. Suicide qui est toujours raté par ailleurs, du côté de l'homme. Donc on a une mise en scène et les journaux vont aussi, eux, participer à décrire en fait voilà, donc ça va être 2 morts sous le rideau. Donc là, on oublie complètement qu'en fait, il y a meurtre et tentative de suicide ou fausse tentative de suicide ratée. Cette catégorie du crime passionnel, pourquoi elle fonctionne? Pourquoi elle s'installe si durablement? C'est parce qu'elle a une histoire longue, mais aussi parce que juste avant elle, il y avait une autre catégorie qui existait pour parler en partie du féminicide. C'était la catégorie du meurtre entre époux. La catégorie du meurtre entre époux, c'est celle qui existe en fait de la Révolution française à en gros les années 1860. Cette catégorie, c'est une catégorie qui est un peu un problème public parce qu'en fait, si vous voulez, les parlementaires on parle de ça, on parle du meurtre entre époux. Et ce qui les inquiète, c'est qu'ils se disent mais pourquoi on tue? Et la première explication qui est donnée à ça, c'est on tue parce que les mariages sont mal assortis. En fait, les gens ne s'entendent pas. Donc il y a toute une partie, notamment des parlementaires donc radicaux, donc positionnés à gauche de l'échiquier politique à l'époque, qui vont dire en fait pour lutter contre ce mariage qui tue, il nous faut le divorce. Ce qui n'est pas bête. Ils vont passer le divorce en 1884 et quelques années plus tard, ils disent mais en fait, on s'est complètement planté. En fait, il y a toujours autant de meurtres de femmes et de meurtres de maris. Alors pourquoi? Et donc du coup, là, changement de manière d'expliquer en fait le crime. C'est pas le mariage qui tue, c'est la passion. Et contrairement au mariage qui tue, on pouvait avoir des pistes et tout ça. Le problème de la passion, c'est qu'elle est spontanée, inarrêtable. Il n'y a pas de politique publique à faire là-dedans. Donc on se retrouve avec un problème qui se crée là autour de la question de l'amour, qui est insolvable. Si les gens s'aiment trop et se tuent, que peut-on? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc c'est pour ça qu'elle est aussi collante cette catégorie, c'est qu'on a du mal à voir ce qu'on pourrait faire pour éviter que les gens s'aiment trop. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait que, d'ailleurs, c'est fou, il y a cette idée que les gens se tuent parce qu'ils ne s'aiment pas, mais en même temps, ils se tuent aussi parce qu'ils s'aiment. On a l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux viable entre ces deux façons de concevoir les choses.
Tu disais qu'il y a cette question on tue par passion. Est-ce que on est capable déjà à l'époque de faire une différence de genre et de comprendre quand même que la plupart des femmes qui tuent, elles sont quand même souvent leur mari, c'est dans des situations de légitime défense ou de succession d'abus répétés, là où les hommes tuent par domination en fait. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est déjà perçu ou on est complètement aveuglé derrière le discours de la passion et qui finalement n'aurait pas de genre? Alors effectivement, c'est une bonne question. On va dire que dans le premier paradigme, qui est paradigme conjugaliste, qui lie le mariage uniquement comme un meurtre seulement entre époux. Donc par exemple, si c'est en dehors du couple, en dehors du couple marié, on voit pas. Si vous avez tué votre concubin, on s'en fout. Mais dans le mariage, c'est grave. Dans cette première partie, ce meurtre entre époux, en fait, il est un peu polarisé, il est un peu genré, parce qu'il y a beaucoup quand même de progressistes qui disent, en fait, si on veut le divorce, c'est pour les femmes. On sait que le divorce, il a été autorisé pendant la Révolution française. Et en fait, quand on regarde les chiffres de la saisie pour les divorces, les femmes l'ont beaucoup demandé pour injures, sévices, menaces, etc. Et donc, si vous voulez, les progressistes, dans leur tête, c'est quand même quelque chose qui est là. De dire, en fait, on le demande, mais on sait aussi que c'est pour sauver le sexe faible de l'humanité, quoi. Donc, il y avait un début de genre à ce crime, on commençait à comprendre ça. Le problème, c'est que avec le crime passionnel, on a une dépolitisation. Le fait qu'on n'arrive plus à expliquer vraiment comment lutter contre ce fait, et surtout, on ne se pose plus la question pourquoi un ensemble de maris tuent leurs femmes, mais on se pose la question de pourquoi tel homme qui aimait trop a tué cette femme, donc ça individualise. Et donc là, avec ce processus dépolitisation plus individualisation, on se retrouve dans une situation de blocage total où on va être incapable de voir le genre du crime. Donc on va symétriser, c'est-à-dire que systématiquement, on va estimer qu'il y a beaucoup de crimes passionnels qui sont commis par les femmes. On va les mettre en scène, elles vont être très durablement punies aussi, ces femmes, et notamment on les accuse de lire des romans romantiques. Donc voilà, il y a vraiment cette idée que les femmes lisent des romans, elles sont dangereuses parce qu'elles vont tuer leur mari, notamment s'ils sont vieux, par exemple. Voilà, donc il y a un vrai phénomène on va dire je ne veux pas dire que la catégorie entre époux est plus progressiste, mais d'une certaine manière, elle permettait autre chose. Et le crime passionnel va gommer ces premières tentatives peut-être de faire admettre que, en fait, les femmes sont plus tuées que les hommes. Ce qui aussi n'aide pas, c'est que donc il y a dans le Code civil, il y a le principe de puissance maritale, qui n'est pas vraiment défini, qui n'est pas vraiment exemplifié, mais en fait qui autorise à un droit de correction. Qui se traduit par un droit de correction. Ce droit de correction, il n'est pas inscrit dans le code. On ne dit pas vous avez le droit de battre votre femme. Mais en fait, en lui donnant la supériorité au niveau du couple, le fait qu'il soit chef de famille, le fait que l'épouse n'a pas le droit d'habiter en dehors du domicile conjugal, on dote le chef de famille d'une puissance qui permet de corriger les écarts de l'épouse. Si on estime que l'épouse se conduit mal, qu'elle ne tient pas son rôle, son rôle de genre en fait dans la famille, elle peut être corrigée et le tribunal peut considérer que c'est en fait une bonne correction. Et donc cette autorisation à la violence, elle empêche de lire des violences extrêmes et aussi des violences plus courantes. Par exemple, une claque ne va pas être considérée comme quelque chose de problématique. Donc voilà, donc on a ces deux ensembles qui finalement vont pas du tout pénétrer en fait dans la tête de ceux qui à la fois commentent, discutent, qui sont tous des hommes par ailleurs. On va pas du tout avoir une reconnaissance que le crime passionnel est un crime, est en grande partie un féminicide. Et les seuls qui du coup le dénoncent en tant que tel, ce sont les féministes du 19e. Elles disent voilà, ce crime passionnel, il est sexospécifique. Ce crime passionnel, il touche les femmes. Est-ce que tu sais quand est-ce que cette catégorie finalement elle a été discréditée? J'imagine que c'est assez récent finalement. Et quand est-ce elle a été vraiment remise en cause, que ses fondements ont été remis en cause, même si ça a perduré ensuite, tu vois, dans le discours, mais Alors que ce soit la catégorie du meurtre entre époux, que ce soit le crime passionnel, ce sont des catégories qui sont
critiqués par les féministes, Hubertine Auclair, Maria Martin, Eugénie Potonnier-Pierre, qui laissent des traces en fait dans les archives du fait qu'elles ne sont pas d'accord avec l'analyse qui est produite de ces faits. Par exemple, Hubertine Auclair, elle va à plusieurs égards parler, elle écrit féminicide au XIXe siècle. Elle l'écrit. Donc le mot, il existe déjà en fait au XIXe siècle. Alors il n'a pas du tout l'envergure théorique que je vous ai présentée par rapport à Diana Russell, mais on voit bien qu'elle lie des faits de société en mettant au travail le genre et en se rendant bien compte que du fait de ces dispositions maritales, etc., les femmes sont victimes majoritaires de ces faits. De la même manière, Maria Martin, qui dirige le Journal des femmes, en fait, va systématiquement faire attention à la manière dont les crimes passionnels sont décrits, parce qu'en fait, tous les procès, en fait, c'est des chroniques judiciaires, vous avez tous les comptes rendus de procès. Elle va reprendre, elle va questionner les expressions, et elles vont en particulier attaquer un article du Code pénal, qui est l'article 324. Alors cet article, il est assez connu parce que en fait, il est parfois pensé comme une excuse, c'est une excuse pour le mari. Concrètement, qu'est-ce qu'il dit cet article? Il dit, voilà, le mari peut être excusé du meurtre de son épouse et ou de l'amant s'il se passe en flagrant délit d'adultère dans la maison conjugale. Donc 3 conditions: il faut être marié, il faut que ça se passe dans le cadre de la maison conjugale, et faut qu'il y ait un flagrant délit. Bon, vous n'arrivez jamais à tuer avec ces 3 conditions, c'est hyper rare. Mais la philosophie de l'article, la suspicion d'adultère, va peser tellement fort sur les femmes que les hommes vont avoir systématiquement des circonstances atténuantes au procès. Cette circonstance atténuante fait quoi? Fait que ça va complètement atténuer la peine, la sanction finale qu'ils vont avoir, et au lieu de risquer la mort, ils risquent 5 ans de prison maximum. Si vous voulez, là on organise en fait, quand on appelle impunité, on a une organisation légale d'une forme d'impunité conjugale. Peut-être que c'est pour ça qu'on a aujourd'hui comme manifestation principale du féminisme en France des féminicides conjugaux. C'est que cette impunité a été organisée notamment par le droit, par l'article 324. Donc ces féministes, tout de suite, elles disent il faut abolir l'article 350. Elles font une pétition à l'Assemblée, elles demandent l'abolition, et ce qu'elles vont demander aussi, c'est d'intégrer les cours d'assises, en disant voilà, on va intégrer les jurys de cours d'assises parce que les hommes jugent mal. Bon, on leur répond, non seulement le nombre de crimes passionnels augmentant, on ne va pas changer cet article. Pourquoi? Parce qu'en fait, les hommes ont peur que les femmes fassent des enfants illégitimes. L'enfant illégitime, il ne peut pas porter le nom, il ne peut pas hériter. Donc c'est une grande menace pour la famille. Donc pas refus de supprimer cet article. Et deuxième chose, refus que les femmes interviennent dans les jurys de cour d'assises. Donc ce qui se fait que cette demande, elle est faite au tout début du XXe siècle par Eugénie Potonnier-Pierre. Et jusqu'en 1960, on ne va pas avoir de femmes dans les jurys. Donc elles ne vont pas participer à juger. Voilà, donc on a déjà une contestation qui est très forte du crime passionnel, mais c'est une idée qu'on pourrait qualifier, ces idées, c'est un ensemble de contestations, ce sont des luttes subalternes qui ne vont pas du tout réussir à passer le temps. Et notamment, Sylvie Chaperon, historienne des femmes et du genre, parle de creux de la vague, quand il y a des périodes où le féminisme est moins présent. Et en fait, les creux de la vague, on va dire de l'après-première vague, donc en gros de 1860 à 1914, fait qu'on oublie complètement ces luttes autour du crime passionnel, cette tentative d'imposer une nouvelle lecture, de combattre l'article, etc. Et donc, en fait, les premières fois où je vais retrouver un petit peu des gens qui commencent à dire ça va pas ce crime passionnel, c'est dans les années 60. Donc, il y a vraiment il y a tout un oubli qui est organisé sur ces luttes-là. Et cette catégorie du crime passionnel, elle va être présente dans les années 60-70. Elle se mélange à un autre problème. Alors les violences conjugales sont toujours pas un problème public dans les années 60-70. Par contre, il y en a un qui c'est le problème de l'alcool. Et en fait, ce crime passionnel, on va beaucoup l'excuser en disant il est passionnel, il est spontané parce que la personne était sous l'alcool. Avait bu. Et donc voilà. Donc en fait, on va commencer à réussir à se sortir de cette catégorie une fois qu'on aura
qu'on considère qu'en fait que c'est pas l'alcool qui tue, mais que c'est bien les hommes. Et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on va commencer. Donc c'est vraiment, on va dire, moi je dirais qu'on est encore dedans parce que c'est les années 2015-2020. Aujourd'hui, moi je considère que des magistrats ou des avocats en cour d'assises qui vont utiliser ce terme, ils ont vraiment pas lu ce qui est en train de se faire ou les contestations, parce que en 2017 je l'entendais en cours d'assises, mais là normalement ça doit être fini, hein. C'est plus possible d'entendre ce terme qui en fait est une émanation voilà, donc je vous l'ai dit, hein, du début du 19e, donc un truc vraiment voilà, reculé. Mais est-ce qu'on pourrait entendre encore en cour d'assises, tu vois, sans qu'il y ait cette catégorie de crime passionnel qui est aujourd'hui quand même heureusement désuète, enfin tombée en désuétude, enfin dont la pertinence en tout cas est tombée en désuétude. Est-ce qu'on pourrait pas entendre quand même cette question de l'amour ressurgir? Enfin moi je pense aux histoires d'inceste, parce que c'est quelque chose qui émerge, hein, dans le discours médiatique, cette idée que je crois que c'est dans le film Police, il y a cette scène où la petite fille dit à sa mère papa il m'aime trop, enfin tu vois, il y a vraiment ce truc là, et je me dis est-ce que l'amour pourrait pas être mobilisé autrement que par une catégorie criminelle très spécifique, mais finalement est-ce que alors qu'il soit mobilisé par les hommes accusés, ça c'est sûr. Ça va intervenir. Bon, là, on commence à sortir tout doucement de la lecture qu'on a fait du cas Quentin. Et on se rend compte, hein, toutes les archives, elles montrent à quel point on a romantisé cette affaire. On est vraiment là, pour moi, on est encore dans ce paradigme passionnel qui romantise à fond, hein. Et en plus, on a vraiment ce truc du poète maudit. Nous, on a cette tradition du poète maudit, en fait, tout ce que je vous disais avec les bougies qui s'éteignent, le côté dramatique, en fait, ça, on le retrouve dans le traitement médiatique de l'affaire Quentin. On peut le retrouver à d'autres endroits. On le retrouve à des endroits où ce sont des hommes de classe supérieure. Par exemple, le philosophe Louis Althusser, on a eu aussi ce type d'explication. Donc, il a tué sa conjointe, par ailleurs résistante, sociologue, Hélène Le Gossien-Rittmann. Cette femme-là aussi, hein, on retrouve en fait une dimension de je l'aimais trop et j'étais incapable de la laisser partir. Donc, c'est toujours lié à une forme d'incapacité c'est présenté par les hommes comme relevant d'une incapacité de laisser les femmes partir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on se pose rarement la question, mais en fait, ces femmes ont dit qu'elles voulaient partir. Voilà. C'est ça le fait de base, mais ça va être rattaché du côté des hommes, en tout cas dans leur version, à la question de l'amour. Donc, on le retrouve dans les classes sociales aisées. Ça participe en fait d'une forme d'atténuation, et là, on rejoue sur c'est pas de l'horrible, c'est du noble. L'amour, c'est noble. Et donc, au lieu d'interroger peut-être la domination, voire aussi, hein, de poser des questions en fait sur la question de la répartition des tâches, de voir un peu en fait c'était quoi cet amour. Parce qu'en fait on se rend compte parfois quand on gratte qu'en fait l'amour c'était de l'exploitation sexuelle, l'exploitation matérielle. Et ça en fait aujourd'hui dans les cours d'assises on entend plus des questions qui relèvent de la réalité matérielle des couples, mais on n'en est pas non plus encore à parler d'exploitation maritale, etc., comme le faisait d'ailleurs Hubertine Auclair au 19e. Donc voilà, on va retrouver dernièrement, enfin aussi cette question de l'amour mobilisé chez des hommes qui n'ont pas le profil de grands dominants. Donc c'est des hommes qui ne vont pas hésiter à pleurer. C'est des hommes qu'on ne va pas estimer qui sont des gros durs, donc des gens qu'on voit frapper, qu'on imagine. Voilà, donc c'est vraiment une théorie de la perception, hein. Et dans ce cas-là, on va avoir potentiellement une mobilisation de l'amour qui va essayer de faire retourner un peu la dimension dominant-dominé. Donc voilà, donc typiquement, dans le cas de femmes qui avaient un caractère assez important, pourquoi vous ne l'avez pas quitté ? Mais parce que je l'aimais trop et que j'étais sous sa domination et que c'était un amour fusionnel et passionnel et qu'elle m'avait comme ça, etc., etc. Merci. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette... Moi j'ai une question sur la question de la classe, justement tu en as parlé un petit peu en montrant qu'aujourd'hui il pouvait y avoir encore certaines perceptions en faveur des classes supérieures, mais est-ce que ça n'a pas pu aussi être un discours autour de tout ça pour discréditer justement les hommes de classe populaire ? Comment est-ce qu'on arrive à, tu vois, comment ça s'entremêle ça En fait, le problème, donc la cour d'assises, il faut le dire, c'est une justice quand même de classe.
C'est-à-dire que dans mes archives judiciaires, notamment si vous lisez le petit livre, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont issus des classes ouvrières. Donc typiquement, moi j'ai fait mon terrain dans le Rhône, et dans le Rhône, du coup, on a des ouvriers en soi, on a des gens qui vont avoir un métier un jour, le métier le lendemain, parce qu'en fait ils travaillent à la journée, donc ils sont payés à la journée. Et donc on a l'impression, quand on regarde les féminicides qui sont jugés en cour d'assises, que ce sont tous des crimes de pauvres. Ce qui donne une impression un peu en fait fausse de la justice, parce que dans les journaux, par ailleurs, on retrouve des crimes qui ne sont pas les faits en fait d'hommes pauvres. Le problème de ces classes sociales favorisées, en tout cas pauvres, c'est qu'ils pèsent déjà sur eux des stigmates et des stéréotypes qui participent généralement pas très souvent à les excuser, mais plutôt à les enfoncer. Donc par exemple, on va dire que le fait d'être un travailleur qui utilise que sa force, ça va être vraiment l'idée de la classe laborieuse, classe dangereuse. Et donc, pour le coup, la mobilisation de l'amour est souvent, s'il le mobilise, souvent, ça va être un peu travaillé. Par exemple, un magistrat qui va dire un truc ah oui, vous l'aimiez beaucoup, vous la tapiez beaucoup aussi. Et donc, on voit que là, le magistrat reprend en fait la parole pour dire non, en fait, vous l'aimiez pas. Donc là, pour le coup, ça peut jouer vraiment en leur défaveur, en fait, pour le coup. Ce qui va jouer en la faveur des accusés de classe populaire, c'est notamment si ils ont participé à la guerre, donc la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, s'ils sont alcooliques. Là, oui, là, ça va avoir des effets. Mais en fait, le fait de dire « je l'aimais », pour le coup, on va accorder moins de crédibilité quand même à cette parole-là, parce que ils sont perçus par cette justice comme des gens peu crédibles. Merci. Est-ce que tu peux avoir accès dans tes archives, des procès que tu vois, ou même plus récemment sur les affaires, tu parlais de l'affaire Quanta, est-ce que tu peux essayer d'identifier, est-ce que tu as pu essayer d'identifier la façon dont l'amour était caractérisé par exemple, ces accusés, comment ils le définissent, cet amour-là, quel type d'amour ressort en fait. On voit bien que c'est pas, de notre point de vue extérieur, on voit bien que c'est pas de l'amour, et on aurait envie de dire non, ça n'est pas de l'amour, mais comment est-ce que eux ils le définissent, est-ce que c'est quelque chose que tu peux voir? Alors moi, dans les archives, donc il faut vous dire que ce que j'ai concrètement au niveau des sources, c'est les dossiers. Donc je vais avoir de la découverte du cadavre à l'autopsie. Ensuite, je vais avoir l'interrogatoire des témoins, l'interrogatoire des potentiels accusés, si la victime, si elle a survécu. Voilà. Donc je travaille à partir de ce type de pièces. Donc ils sont entièrement rédigés par des hommes. Que ce soit des policiers, des journalistes, des experts médicaux, des avocats, j'ai que des hommes qui écrivent ces pièces. Donc moi déjà, en tant que féministe, il a fallu que j'aille lire au travers de ces lignes un peu ce que je pouvais y voir. Par exemple, essayer juste simplement de saisir la parole des victimes. Dans ce que disent les hommes au niveau de l'amour, on voit bien que l'amour tourne beaucoup autour de la question de la sexualité. Les hommes... notamment dans un cadre qui va être un cadre en particulier marital, donc où il y a une union qui est faite, vont rechercher systématiquement d'avoir des relations sexuelles avec leur compagne, qui s'y refusent en fait beaucoup parfois. Donc souvent ce qu'on va retrouver, c'est en fait des mentions d'affection qui relèvent de relations sexuelles. C'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer comme étant de l'affection ou du care, où on va avoir très peu, par exemple je vais avoir très peu de lettres d'amour ou des mentions, ou même des surnoms, ou je vais avoir très peu ce genre de traces. J'en ai quelques fois, mais je l'ai beaucoup sur les classes supérieures. Je vais pas l'avoir en fait là dans le propos. Alors est-ce que c'est un biais de l'archive qui en fait rend impossible que les masculinités puissent s'exprimer autrement que par la sexualité? Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui ressort tout le temps, c'est plutôt les questions de on avait des moments agréables ensemble. Ces moments agréables, c'est toujours des moments de sexualité qui sont en général parfois du viol pour l'épouse. Si elle a survécu, elle le dit parfois. Elle dit il voulait me forcer à des rapports, moi je voulais pas. Et donc du coup, ce sera ma dernière question, je pense, avant qu'on passe la parole à la salle. Est-ce que tu arrives, on a compris que tu n'avais pas trop de
du point de vue des survivantes et des femmes, des victimes, mais est-ce qu'on arrive quand même à reconstituer ça, et est-ce qu'il y a une cohérence finalement entre cette définition de l'amour? Est-ce que les victimes, tu vois, dans la façon dont on peut reconstituer leur discours, finalement sont en cohérence elles aussi pensaient que c'était de l'amour mais se sont laissées un peu berner, ou est-ce qu'on a aussi un anti-discours et on voit bien qu'il y a un énorme décalage entre la façon de se représenter l'amour de l'agresseur et la façon dont la victime percevait la relation? Je sais pas si je suis claire. Oui, alors ce qui est difficile effectivement, c'est que quand vous n'avez pas, en fait, la difficulté de travailler sur le féminicide, c'est que bien souvent vous n'avez pas la parole des victimes. En fait, il y a dans les témoignages des victimes, ce qu'on retrouve essentiellement, c'est des témoignages de violence. Et ces violences, elles sont énormes en fait. Elles sont physiques, elles sont psychologiques. Il y a du contrôle, ce qu'on appelle aujourd'hui le contrôle coercitif. Donc, on va avoir des femmes qui disent, donc à l'époque plutôt de 1960, il refuse que je mette cette robe-là. Où il contrôle mes allées et venues, il veut que je sois rentrée à telle heure. Donc en fait, on voit se déployer un grand contrôle et une grande domination. Et pareil, mon problème de matériau, par rapport à la thématique de la conférence, en fait, mon matériau, vu qu'il est judiciaire et que c'est dans le cadre de procès, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à saisir de la part des femmes en fait quelque chose qui relèverait de l'amour, parce que en fait elles ont vécu ces parcours de violence. Mais parfois, on voit bien que quand elles commencent à réciter le tout début de l'histoire, il n'y a plus à en avoir. Donc par exemple, elles vont raconter, il était gentil avec moi, il faisait attention à moi, il m'offrait des fleurs. Donc là, on va voir un début de quelque chose qui peut témoigner d'une forme d'affection. Mais le problème, c'est que cette affection, elle va être ensuite ponctuée systématiquement de récits de violence. Donc j'ai des récits de viol sans arrêt, j'ai des récits de coups. Et on va retrouver aussi ce qu'ont bien montré les associations de lutte contre les violences faites aux femmes avec ce cercle de la violence, où on a la lune de miel, qui est le moment en fait où en fait il devient sympa et tout ça, et en fait on va avoir ça. Et donc des fois on sent bien qu'elles sont pas loin de se dire on retombe dans une forme d'amour, mais c'est jamais moi je pense que le fait que j'ai un matériau où elles ont failli se faire tuer, ou voilà, fait que en fait ça va être gommé de l'archive, donc je l'ai moins. En tout cas, le mot je vais pas avoir, comme du côté des conjoints, nous étions fous amoureux. Puisqu'il pourrait y avoir une dissociation chez certaines. Aujourd'hui, on le voit bien chez les victimes de violences, entre vouloir que la violence s'arrête et la reconnaissance de cette violence, et en même temps aussi de l'amour, tu vois. Mais ça, non, toi, tu n'as pas du tout. Non, moi, j'ai pas vraiment ça. En fait, je constate juste que j'ai l'impression que dans le discours des hommes, les hommes les aiment plus que ce qu'elles les aiment. Et en fait, quand on déconstruit la notion de l'amour, on voit bien que derrière, il y a de la violence. Donc en fait, on s'interroge. En fait, y a-t-il eu vraiment de l'amour à un moment dans ces parcours? Est-ce que est-ce que l'amour n'est pas que désir? Moi, j'ai vraiment une interrogation, parce que là, je parle de cas notamment de femmes qui vont se faire. Donc c'est un type de féminicide qui est présent dans mon matériau. C'est des femmes qui vont être tuées parce que des hommes veulent avoir des relations sexuelles avec elles. Et en fait, notamment, c'est dans le cas de, en gros, un ouvrier agricole et sa patronne. Et sa patronne va être gentille avec lui. Elle va lui laisser un bout de gâteau. Elle va lui laver son linge. Et en fait, ça, du coup, ça va être analysé de la part de cet employé agricole. J'en ai plusieurs, mais comme en fait, elle m'aimait bien. Et donc, elle m'aime bien. Donc, je peux avoir des relations sexuelles avec elle. Et en fait, du coup, bien sûr que la patronne, elle n'était pas du tout d'accord. Et donc, elle va témoigner ce refus. Elle va exercer une capacité d'agir en disant, en fait, non, moi, en recadrant, etc. Et c'est à ce moment-là qu'elle se fait tuer. Donc j'ai plusieurs cas tout au long du Niger, j'en ai plusieurs. Il y en a une qui propose avec ses enfants et cet ouvrier de dire il fait beau, on va aller faire un pique-nique. Elle se fait tuer parce que les enfants sont en train de jouer. L'ouvrier se dit ça va être un moment où on va pouvoir avoir des relations sexuelles, et en fait elle est là, non mais pas du tout, voilà. C'est le cas d'une autre dans l'après-guerre, un autre cas où pareil, il rentre, donc c'est l'ouvrier qui était à une vogue, qui a vu des danseuses de cabaret, il rentre, il est tout excité, il se dit c'est le moment, je vais avoir des relations sexuelles avec ma patronne, et en fait il la réveille, elle est couchée avec sa petite fille, et c'est un des cas dans lequel j'ai le plus de ce qu'on appelle d'overkilling, donc de surmeurtre, c'est-à-dire que c'est un corps qui va être complètement démembré, et donc c'est la petite fille qui va, par son témoignage, elle a 5 ou 6 ans, elle va rendre compte en fait de la posture dans laquelle il était, qui va
mené sur la piste, en fait, depuis le départ, ce qu'ils voulaient, c'était des relations sexuelles. Voilà, donc, moi, quand je gratte la question de l'amour, souvent, du côté des hommes, j'ai l'impression que j'ai plutôt du désir. Merci. Je vous propose de poser des questions, si vous en avez. Je vais peut-être faire circuler le micro. Qu'on puisse... J'espère que je vous ai pas trop déprimé, parce que du coup, c'est... C'est pas... Peut-être que Rebecca aurait eu des exemples plus sympathiques, mais voilà, oui. Moi, mon matériau en travaillant sur le féminicide, ça fait que j'ai des choses qui sont pas très jolies, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci beaucoup pour la présentation, vraiment très riche. Et j'aurais une question notamment sur si vous avez travaillé la question de l'intersectionnalité, notamment sur le traitement justement judiciaire de certains. Vous avez parlé des d'hommes perçus comme pauvres venant de la classe ouvrière. Et qu'est-ce qu'il en est, par exemple, quand on est un homme racisé et qu'on tue des femmes? Est-ce que justement la question de l'amour de la même manière disparaît et c'est plus l'ensauvagement, genre c'est normal, voilà. Merci beaucoup. Je réponds de suite? Oui, je réponds de suite. Oui. Merci beaucoup, c'est une super question. Alors, de fait, effectivement, alors j'ai plus réussi à mettre au travail la question de l'intersectionnalité pour étudier la manière dont les accusés étaient jugés que sur les victimes. En fait, sur les victimes, j'ai eu beaucoup de mal parce que voilà, j'avais du mal à rassembler du matériau assez parlant. Mais du côté des personnes accusées, le fait... Alors, on va dire que la racisation, enfin la race joue dans tout le matériau de manière différente. Les hommes qui sont racisés au 19e siècle, dans le premier 19e, ce sont les Italiens à Lyon. Les Italiens, donc, ce sont vraiment la classe puante... je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film Interdit aux chiens et aux Italiens, mais voilà, c'est vraiment c'est marquant. Et donc dans le traitement judiciaire de ces Italiens, ils sont beaucoup plus punis. Donc il y a plus de condamnés à mort, plus de déportés à Cayenne, etc., etc. Ça va être aussi le cas des Kabyles, des Marocains et des Algériens dans la deuxième phase du XXe siècle. Donc il y a vraiment quelque chose qui va peser sur la crédibilité de tout ce qu'ils vont raconter. Et notamment dans le cas de mariages qui sont mixtes. Donc là, typiquement, si la victime est blanche et que c'est pas le cas de la personne qui l'a tué, ça va jouer plus. Donc on peut comparer en fait les cas entre des couples non mixtes et des couples où les deux personnes sont blanches. Effectivement, ça va vraiment orienter en fait la sanction, et notamment l'article 324, la philosophie de l'article 324 va beaucoup plus s'appliquer à des hommes qui sont considérés comme vraiment les messieurs parfaits, les messieurs normaux. Peut-être que Dominique Pellicot ferait partie aujourd'hui de ce type de profil. En fait, ce sont des hommes où on n'a pas vu, on se dit, mais en fait, c'est un bon citoyen, c'est un bon père. Voilà. Et là, s'applique l'article 324, et en fait, c'est souvent des hommes, des hommes blancs, et à l'inverse, par exemple, des hommes qui vont être... donc, je me rappelle un cas... Hein. Donc, à Lyon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais on a un endroit qui était... une ancienne banlieue, mais très ouvrière, et il y avait beaucoup d'habitats informels, de squats qui s'appelle Vaux-en-Velin. Et Vaux-en-Velin, c'était considéré comme vraiment la zone. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les journaux dans les années 60, c'est la zone. Et donc là, typiquement, il y a un gars qui est connu parce que c'est un boxeur populaire, il est racisé, et donc lui, vraiment, il va être très sévèrement puni parce qu'on estime que c'est vraiment le boxeur de la zone. Donc ça, là, on croise à plein d'endroits, voilà. Alors qu'au même titre, d'autres vont être largement excusés. Et notamment, il y a des expressions, par exemple, dans les journaux, ça va être pauvre machin, pauvre Martin, pauvre André. Alors que ça va pas du tout être le cas pour ce gars de Vaux-en-Velin, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, dans ma famille, on est fan des Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy.
Donc c'est un film dans lequel j'ai grandi, il y avait toujours les chansons à la maison et tout ça. Et à la fin, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a Maxence... j'ai un trou. Maxence, donc, qui est joué par Jacques Perrin, qui voit dans le journal et puis qui commence à « Tiens, on a découpé une femme en morceaux ». Et en fait, c'est un récit de féminicide. Mais c'est joué avec une voix guillerette et c'est complètement... oh bah voilà, regardez, une femme en morceaux, une ancienne danseuse, nanana. Donc bref. Et en fait, ce truc-là m'était un peu resté dans la tête jusqu'à ce que, en fait, je me rends compte, donc je suis tombée sur le cas Cantar, et je tombe, quand je suis en Erasmus pendant mes études à Oslo, sur le terme féminicide. Et là, il y a un truc qui se passe. Je me dis, mais en fait, tous ces petits endroits où en fait, on n'a pas nommé le féminicide, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ? Ça faisait aussi écho à une expérience personnelle parce que en fait moi j'ai été éduquée en féministe, donc j'ai jamais caché que je l'étais, même dans une époque qui n'était pas favorable en fait au féminisme. Et donc en fait j'ai reçu beaucoup de menaces de mort quand j'étais à la fac parce que j'avais pris la parole, parce que je faisais chier en fait. Et donc ça, en fait, cette expérience personnelle plus cette culture familiale plus ce mot, ça venait répondre, et je me suis dit, bon, en fait, il faut faire quelque chose. Il n'y avait pas de traduction du terme, sauf si, il y avait Oser le féminisme, qui a fait une grande campagne en 2014, qui s'appelait Stop au féminicide, quelque chose comme ça, et elle demandait deux choses, intégration au code pénal du féminicide, et changement des mots, donc le fait de pouvoir changer le traitement journalistique, donc par exemple, enlever le terme crime passionnel, drame familial. Et donc tout ça, je me suis dit, bah, en fait, il y a un creux parce qu'il n'y a pas de travaux de recherche, il n'y a pas de mémoire, donc je vais y aller. Mais concrètement, je pense que je n'aurais pas été devant vous aujourd'hui si le terme n'avait pas eu la destinée qu'il a. Parce que vraiment, je pense que je serais encore en train de me battre pour essayer de dire, en fait, le féminicide existe. Voilà, ça c'est vraiment des conditions d'émergence d'un problème public qui facilitent, en fait, parce que maintenant je dis, voilà, féminicide, tout le monde a compris voilà, j'ai pas besoin d'expliquer, en fait. Donc ça, c'est vraiment une chance... que ça soit enfin émergé, quoi. T'as pas besoin d'expliquer, en même temps il y a encore vachement on voit qu'il y a encore des controverses sur la définition du terme et sur ce qui doit relever ou non du féminicide. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, par exemple ? Oui, alors effectivement, on n'est pas le débat, il est ouvert sur en gros, rien n'est fait, dans le sens où moi je m'inscris vraiment dans la perspective de Russell. J'estime qu'aujourd'hui, on a peut-être en France une idée, quand on parle de... Voilà, donc si on prend les chiffres du gouvernement, on est autour de 100 par an, 100, 115. Ça, c'est le ministère qui dit, 100, 115. On est vraiment sur les meurtres au sein du couple. Donc, c'est la partie en rose. Aujourd'hui, alors j'ai pas fait la slide, mais en fait, quand on regarde les statistiques du ministère de l'Intérieur, on regarde les femmes qui sont tuées en dehors du couple, il y a 159 femmes par an qui sont tuées en dehors du couple. Mais alors c'est quoi ? C'est des féminicides ou ça en est pas ? Donc pour moi, on a vraiment du travail à faire sur essayer de comprendre si l'ensemble des phénomènes criminels sont traversés par le genre. À l'endroit des femmes, aussi à l'endroit des hommes. Est-ce que les hommes qui se tuent entre eux, il y a quelque chose qui relève du genre aussi là-dedans ? Et pour ces 159 femmes, en fait, mon hypothèse, c'est une hypothèse que j'ai, un corpus en fait que j'ai trouvé dans la thèse, c'est qu'il y a beaucoup de femmes âgées qui passent au-dessus des radars, c'est-à-dire que c'est des femmes qui vont être tuées par des hommes, mais du fait qu'elles soient âgées, isolées comme ça, on ne va pas faire le même type d'enquête, on ne va pas essayer de comprendre ce qui s'est passé de la même manière que pour les féminicides conjugaux, et donc je pense qu'on loupe une analyse à cet endroit-là. Il y a peut-être, donc moi, juste pour vous dire, c'est le troisième corpus le plus gros de ma thèse, c'est des femmes âgées, en dehors du couple. Donc il n'y a pas de lien conjugal entre celui qui tue et celle qui est tuée. Autre chose, aujourd'hui, la MIPROF, qui est l'Observatoire des violences faites aux femmes en France, dit qu'il y a environ 900 suicides forcés. Pour moi, ces suicides forcés sont des féminicides. Si on rajoute 115 femmes tuées dans le cadre du couple identifiées par la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur, donc la partie en rose à votre gauche,
les 159 femmes tuées en dehors du couple. Et les 900, on a un chiffre qui dépasse les 1000 femmes par an. Aujourd'hui, on dit en France qu'il y a 800 homicides d'hommes sur des hommes. Si on dit qu'il y a 1000 féminicides par an, ça bouleverse une statistique criminelle qui est assez commune, assez connue en histoire, c'est que, en fait, on pense que la majorité des homicides sont commis par des hommes sur des hommes. Et donc là, ça vient bousculer en fait une lecture de la société. C'est-à-dire qu'on peut plus dire en fait les femmes sont pas plus tuées. Mais pour ça, il faut mettre au travail la catégorie féminicide dans ses marges et dans ses creux. Voilà, donc et ça c'est un truc pour l'instant on n'a pas encore franchi cette étape. On est resté pour l'instant à l'identification des féminicides conjugaux et intimes. On a quand même progressé parce que avant étaient seulement identifiés les féminicides commis dans le cadre du mariage. Donc si c'était votre ex, votre concubin ou quoi, en fait ça n'avait pas partie des stats. Ça veut dire que même aujourd'hui ne sont pas comptés, par exemple, les meurtres de travailleuses du sexe. Non, ça c'est. Toutes les femmes qui sont en dehors du couple, on va pas les compter, et donc on est très très mauvais par exemple sur les enquêtes, en disant les femmes du coup qui sont travailleuses du sexe ou alors prostituées. Enfin ces deux types de personnes vont être complètement en marge des analyses. Donc on ne va pas se poser les questions, donc ça amène à des traitements médiatiques catastrophiques. Alors là, je voyais incroyable. Donc c'est une camionnette d'une femme prostituée qui est à Lyon, qui a explosé, peut-être acte criminel. Le Progrès, qui est le journal de Lyon, n'a même pas dit. Une habitante disait que oui, il y avait de la prostitution dans ce quartier. On ne sait même pas si cette femme est vivante. Donc on a vraiment une difficulté à vraiment adresser cette question-là, aussi parce que sans doute on est sur un profil de femmes qui sont considérées comme de mauvaises mœurs, et là on retombe en fait sur des catégorisations très 19e, sur le fait que ce sont des mauvaises femmes. On va dire que la bonne victime, c'est la victime conjugale aujourd'hui. C'est Gisèle Pellicot, quoi. Et encore, Gisèle Pellicot, elle aurait pu être mauvaise victime parce que c'est une femme âgée. Mais il y a quelque chose qui est en train de changer. D'ailleurs, il faudra voir si ça a des effets. Le fait que ce soit une femme de 73 ans qui fasse le devant de la scène médiatique, est-ce que ça va avoir un changement sur... Voilà. Mais ça aurait pu ne pas l'être à une autre époque, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est plus une remarque sur Quentin. Je ne sais pas si tu as vu l'année dernière, il y a eu un documentaire sur Netflix. Donc je l'ai regardé comme je travaille sur le film El Gaze, et j'étais très mal à l'aise quand je l'ai terminé, parce que je me suis dit les propos semblent extrêmement féministes, mais en fait ce qui était intéressant, c'est que la forme même, c'était hyper sensationnaliste, la musique, le montage. Et ensuite, Netflix n'a pas arrêté de me proposer des petits documentaires sur des histoires de meurtres. Et là, je me suis dit oui, donc en fait, à faire du pseudo-féministe, en fait, on est à nouveau dans l'individualisation, comme tu as dit tout à fait. On ne réfléchit pas au cadre politique, et en plus, ça devient comme si on regardait une série sur des tueurs, et ça devient du plaisir, et on revient comme ça sur ce voyeurisme. Et donc, ce qui semblait être un progrès dans la façon de présenter, puisqu'on dit « oh, il est méchant, il n'aurait pas dû », mais en fait, ça poursuit juste exactement la même représentation que ce qui existait avant avec Crime passionnel. C'est un peu cette difficulté. Moi, j'ai un problème avec la catégorie de faits divers, parce que donc en fait, je sais pas comment on va l'appeler, ce processus de fédiférisation, mais il y a un truc vraiment qui se joue à l'endroit de mettre en spectacle, etc. Effectivement, nous empêche nous fait penser, mais comme Pellicot, nous fait penser, ce sont des monstres. Et en fait, ce que disent les analyses et les études, c'est que les violences sont tellement répandues qu'en fait, si on considère que tous les hommes qui ont commis des violences, condamnés ou pas, sont des monstres, eh ben on ne trouvera pas beaucoup d'hommes qui n'en sont pas. Donc on a un problème. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment, il faut se dire que le féminicide en tout cas est un fait de société, et justement lutter contre il faut aller voir même le plus petit cas en fait, notamment, et c'est pour ça que vraiment moi j'essaie là à fond de mettre aussi en valeur ces féminicides de femmes âgées, alors notamment aussi dans le cadre du couple parce qu'ils sont très présents, mais typiquement on a aujourd'hui une sorte de nouvelle catégorie qui ressemble à la catégorie 19e, c'est le suicide altruiste. Donc ce sont des femmes
âgées qui se font tuer à des moments où elles seraient malades. En particulier, c'est la maladie d'Alzheimer qui est particulièrement représentée. Et ce seraient des hommes qui tuent ces femmes en disant, en fait, là justement, on retombe sur le je l'aimais trop. On retombe sur, en fait, je l'aimais trop, mais j'arrivais plus à en prendre soin. Elle était plus elle-même, etc., etc. Et donc là, ils disent qu'ils ont essayé de se suicider. Et ils vont plaider ça. Et ce sont des crimes aujourd'hui qui sont peu punis en cour d'assises. Donc on revient on a recréé une catégorisation où on est capable d'excuser un type en fait de personnes. Voilà. La problématique sur ce fait, c'est qu'on a du mal aussi à avoir des enquêtes. Les femmes âgées sont exclues des enquêtes en fait sur les violences. Aujourd'hui, donc il y a eu 2 enquêtes, l'ANVEF en 2000 et Virage un peu plus tardivement. Elles s'arrêtent aux femmes qui ont eu 60 ans. Et on ne sait rien des violences des femmes qui sont restées chez elles avec leur conjoint, mais par exemple isolées, en EHPAD, etc. On a vraiment du mal à saisir ça. Donc il y a un enjeu vraiment aussi de continuer à construire le problème public en faisant attention, parce que en fait, les féminicides, c'est toutes les femmes qui sont potentiellement victimes. Donc, et aussi, voilà, alors là en ce moment, on a des féminicides politiques. Là, il y a une féministe très importante en Iran qui a été tuée juste devant chez elle. Et là, on est sur un féminicide politique. C'est vraiment une femme qui est visée parce qu'elle est féministe, parce qu'elle parle. C'était aussi le cas d'une députée britannique, Jo Cox. Voilà. Donc, il faut qu'on avance un petit peu sur cette catégorie en montrant qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être tué en tant que femme, qui mobilisent l'amour ou pas. Et sur cette question des femmes âgées, je trouve que c'est aussi un impensé des discours sur la violence sexuelle, même au-delà du féminicide, tu vois. Et effectivement, Gisèle Pellicot, comme tu le disais, elle présente un profil atypique, mais elle est quand même rentrée dans ce narratif de la bonne victime. Mais je trouve que on sort pas de la fédivarisation dans le cas d'agression sexuelle sur des femmes âgées, alors que, voilà, c'est vraiment aussi un impensé. Oui, complètement. De toute façon, je trouve que pour le coup, la chance d'avoir travaillé sur le féminicide à cette époque-là, c'est qu'on a un problème public en constitution, mais il y a des violences qui sont bien identifiées depuis très longtemps. La question du viol, c'est vraiment le cas. La question de l'inceste aussi, c'est une violence qui est très identifiée depuis longtemps, mais on a du mal à avancer sur ces sujets. C'est pas, on va dire que le féminicide bénéficie aujourd'hui d'une actualité qui l'aide, mais c'est pas forcément le cas du viol ou de l'inceste. Alors, justement, dans ce corpus de femmes âgées, en fait, j'ai beaucoup de femmes qui sont ciblées par des hommes qui veulent faire un coup. Et quand ils veulent faire un coup, c'est soit, s'approprier des biens, ou violer. Et donc, ils visent des femmes qu'ils savent seules, en incapacité de se défendre. Et donc là, vraiment, pour moi, on est dans la vraie définition du féminicide, c'est-à-dire que ces femmes sont visées parce qu'on estime qu'elles sont vulnérables. Donc notamment ils vont viser des femmes, donc c'est vraiment dans le narratif, c'est vraiment des grand-mères toutes seules. Et ça c'est marquant parce qu'ils vont tout organiser, c'est des crimes qui sont très prémédités. Et ces femmes en général, donc première chose, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de sous. Elles ont vraiment de quoi subsister. En général, elles ont organisé leur survie en l'absence d'hommes, puisqu'elles ne travaillent plus, etc. Donc elles ont quelques économies, mais c'est vraiment très peu d'argent. Et ce sont des femmes qui ont des habitudes, donc en fait les voisins en général, s'ils voient le volet fermé ou machin, ils savent qu'il y a un problème. Et ce sont des femmes qui en général, en fait, sont handicapées. Donc à cet endroit-là, on va avoir un croisement entre la vieillesse, la question du handicap, donc ce que le champ des disability studies aujourd'hui étudie, où on retrouve effectivement les mêmes effets et un ciblage spécifique à l'endroit de ces femmes qui, on se dit en fait, elles vont pas être capables de se défendre. Ça veut pas dire qu'elles meurent toutes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se défendent pas. J'ai des femmes incroyables, des coups de casserole, des trucs géniaux, mais disons que on va les cibler spécifiquement pour ces caractéristiques-là. Est-ce qu'en France on a des chiffres, parce qu'on parlait de féminicide conjugaux intimes, est-ce qu'on a des chiffres sur les autres catégories qui sont affichées là ? Non. On n'a aucun chiffre sur, par exemple, les viols meurtriers. C'est une catégorie qui sort. Alors, peut-être que vous avez entendu parler récemment, il y a un pôle qui s'appelle le pôle Cold Case de Nanterre, qui s'est créé, qui réouvre des cas non élucidés.
Et dans ces cas non élucidés, il y a beaucoup de viols meurtriers. Et on commence à voir en fait que ces viols meurtriers, ce sont le fait d'hommes. Et donc il y a un genre de la disparition en fait aussi en France. Il y a un genre de la disparition, il y a un genre du crime non élucidé, mais on commence tout juste en fait à vraiment avancer sur le sujet. Mais non, on n'a pas de statistiques sur ces faits-là, notamment quelque chose où on est très très mauvais, c'est on est en difficulté pour voir les féminicides racistes typiquement. On a du mal en France aujourd'hui à mettre au travail 2 rapports sociaux. On a du mal à prouver que ces femmes vont être tuées pour des raisons qui sont ensemble. En fait, c'est ciblé parce que je sais pas moi, femme algérienne ou voilà, ça va être très difficile de le voir. C'est un truc sur lequel il faut qu'on progresse absolument parce que ça nous permettra d'avoir une analyse plus fine, je pense. Voilà. Peut-être le seul endroit où on a on n'a pas de statistiques, mais on a un discours. Mais un discours pour moi qui est un peu fallacieux, c'est la question du féminicide de l'honneur. Donc c'est des cas, voilà. En fait, en France, on n'a pas vraiment de cas sur ce sujet. Donc on va en avoir, on en a eu 1 ou 2, enfin voilà, c'est très très peu. Mais là, vu que c'est une catégorie, on va dire, qui est plus connue, de tout de suite ça ressort. Ça va ressortir dans le traitement et tout ça. Moi j'en ai eu un seul dans mes 381 cas. C'est hyper étrange, tu vois, parce que moi je trouve que moi qui suis moderniste, pour moi la question du crime d'honneur c'est vraiment un truc de l'époque moderne et c'est marrant que ce soit une catégorie encore mobilisée aujourd'hui alors même que toi finalement tu as peu de cas. Oui, j'ai un cas et c'est hors conjugal, hein, c'est un oncle qui assassine sa nièce. Voilà, et il l'assassine parce qu'elle aurait atteint à l'honneur familial en acceptant, en fait, elle est lettrée, c'est une des seules qui est lettrée dans la communauté, et elle accepte en fait d'aider des gens de la communauté à rédiger leurs papiers pour aller à la préfecture. Et donc l'oncle pense qu'elle a des relations sexuelles avec ces hommes. La suspicion de mauvaise mœurs, quoi. Donc c'est féminicide de l'honneur qui se base ici sur la suspicion en fait d'une atteinte à l'honneur qui se ferait par un non-respect des règles de moralité sexuelle. Je me demandais dans quelle mesure tu considérais, enfin je pense que c'est au-delà de ton travail, mais la responsabilité de l'État et de l'éthique. Je pense à deux éléments ici. Je vois la malnutrition. Donc là, c'est croisé avec la pauvreté. On sait qu'en extrême pauvreté, les mères de famille vont... Voilà. Donc dans quelle mesure l'absence de... Enfin voilà, la déconstruction du système social finalement rendrait l'État... Enfin, est-ce qu'à un moment, par exemple, on pourrait imaginer quelqu'un qui porte plainte contre l'État parce que sa mère est décédée dans ces raisons-là. Et je pensais au néonaticide. Ça, évidemment, on pense plutôt, je ne sais pas, à l'Inde ou ailleurs, mais je me dis justement à tout ce questionnement éthique sur à partir de quel moment on peut connaître le sexe de l'enfant et est-ce que ça entraîne des risques. Voilà, je me demandais s'il y avait des garde-fous sur ces questions-là. 2 questions super intéressantes, merci beaucoup. Alors sur la question de la malnutrition, la manière dont Russell en parle, c'est surtout dans des communautés où en fait les femmes sont les secondes à manger. Donc c'est celles qui vont moins grandir, avoir des problèmes et tout ça. Donc elle parle de ce type de féminicide-là, parce qu'en fait, dans le bouquin, elle rassemble un tas de contributions avec des spécialistes d'anthropologie, de sociologie, d'histoire, des militantes, des militantes aussi qui se sont mobilisées contre le féminicide dans les années 70. Et donc voilà, un des cas, c'est cette question de, l'ordre de genre, l'ordre patriarcal fait que ça oriente toute la vie, donc y compris la nourriture et l'accès à la nourriture. Et donc une femme qui mourrait parce qu'elle a été malnutrie, parce qu'elle a mangé en deuxième, nanana, ça fait partie du féminicide. Alors de là à voir si typiquement on pourrait estimer que une femme qui serait malnutrie parce que il faudrait voir dans quelles conditions ça se passe, mais effectivement ça pourrait être une idée. Alors sur la question du néonaticide sexuel sélectif, c'est une catégorie qui m'a beaucoup posé problème. Et ça a beaucoup aussi à voir avec tes sujets de recherche. Alors, là, j'ai fait un choix de traduction qui est un choix de ma part. C'est-à-dire que Russell parle de infanticide. En fait, quand elle parle d'infanticide, elle parle en fait de néonaticide sexosélectif, c'est-à-dire que c'est des enfants qui sont tués une fois nés. Donc ce ne sont pas des avortements sélectifs. Alors cette catégorie m'a posé problème parce que j'ai essayé de la mettre au travail dans mon matériau
donc judiciaire. Et en fait, en l'absence d'avortement du coup réglementé, etc., on ne sait jamais si les femmes qui ont essayé d'avorter, elles l'ont fait pour des raisons de je portais une fille ou tout ça, ou pour autre chose. Et en fait, c'est pas possible à interroger dans l'archive. Enfin, peut-être que toi, tu aurais des idées, mais... Ouais, il y a des stats sur. Moi, j'ai fait des stats sur les. Je suis en train d'écrire un article dessus. Sur les cadavres de fœtus trouvés à Paris dans l'espace public au XVIIIe siècle. Il y a plus de filles ? Pas un échantillon. Non, en fait, il n'y a pas de. Alors qu'il y a vraiment un genre de cadavres trouvés dans l'espace public à Paris sur les cadavres qui ne sont pas des enfants. Il y a 80% de cadavres masculins et 20% de cadavres féminins. Et à certaines périodes, c'est même plus 90% de cadavres masculins. Mais j'ai pas du tout de différence sexuelle sur les cadavres de fœtus et de nouveau-nés, quoi. Voilà, mais moi ça m'a un peu, j'avais l'impression en tout cas quand je regardais les archives que je savais pas s'il s'agissait d'un néonaticide sexuel sélectif, d'un avortement. Donc c'était très compliqué, donc j'ai éliminé en fait ça la catégorie, je l'ai pas étudié méthodologiquement parce que il faut attendre qu'il y ait l'avortement et peut-être même l'avortement accessible et tout ça pour savoir s'il peut y avoir des différences. Dans le cas spécifique de ce bouquin, Russell, elle parle vraiment de l'élimination systématique des filles en Chine. C'est ça en fait qu'elle va cibler en disant qu'en fait cette politique publique de réduction des naissances a participé en fait à organiser un féminicide de petites filles. Voilà, donc les fameuses femmes manquantes d'Amartya Sen. Là, on est vraiment sur une catégorie du féminicide identifiée, mais à mettre au travail concrètement sur un matériau d'archives, c'est très compliqué. En fait, il faudrait voir, là, plutôt, moi je pense qu'il faut que ce soit plutôt des anthropologues, des sociologues qui fassent ce travail maintenant et voir s'il y a un genre de l'infanticide. Mais... Je ne sais pas si Julie Ancien, qui a travaillé elle, sur les infanticides aujourd'hui, mais pas très nette, je crois, dans le sexo, explorer cette perspective-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous avez beaucoup parlé là des catégories qui pouvaient être problématiques, difficiles à problématiser, et notamment, même le mot féminicide. Est-ce que ça vous a posé, parce que si j'ai bien compris, vous travaillez beaucoup avec des archives, donc on pourrait dire que vous travaillez à partir d'un point de vue institutionnel, je veux dire, avec votre filtre. Oui. Mais c'est-à-dire, ce sont des archives, ça vient dire de comment l'institution envisage la femme. Et par rapport à ça, féminicide, est-ce que si on écoute, même si vous travaillez qu'avec des archives, mais si on travaille à partir des expériences vécues de comment on se vit femme, comment cette catégorie opère finalement par rapport à la question des transidentités finalement, et que finalement il pourrait y avoir des meurtres qui seraient pas pris en tant que féminicide, alors que ces personnes se vivent en tant que femmes mais ont pas été perçues comme telles. C'est bien, vous avez super bien compris ma thèse. Alors, sur la question de potentielles femmes trans qui auraient été tuées, ça a été impossible pour moi de les trouver. Parce qu'en fait, effectivement, comme vous le dites, l'institution saisit, en plus à une époque qui ne politise pas du tout les questions d'identité, très peu, mis à part des identités laborieuses, on va dire. En fait, il aurait fallu que je fasse un travail très, très différent, que je fasse un travail sur les hommes qui tuent des hommes. Et peut-être que là, je serais tombée sur, du coup, la catégorie de l'époque, c'est-à-dire des travestis. J'ai renoncé à faire ce travail. Je vais maintenant le faire. Je vais essayer de le faire maintenant, mais en fait, il faut vous dire que donc dans les archives, alors je vous ai pas mis de base de données, mais en gros pour travailler, j'ai commencé par un document qui s'appelle l'arrêt de procédure. L'arrêt de procédure, c'est un document qui, en gros, en une page, dit machin, tel âge, né de tels parents, vivant à tel endroit, telle profession, est condamné et coupable, a été accusé de tel crime. Les articles mobilisés sont ceci, cela, coupable, non coupable, acquitté, etc. Moi, je suis partie de ça pour dire, bon voilà, est-ce que c'est un homme qui a tué une femme ? Oui, non. Et j'ai commencé ma base de données comme ça. Après, pour chaque cas que j'ai fait, je suis allée voir le dossier quand il était présent.
Et donc, ce que j'ai constaté en faisant cette première partie des bases d'arrêt, c'est qu'au départ, je me suis demandé si j'avais un sujet, parce que qu'est-ce que j'avais dans les archives judiciaires ? Vol, 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 vol. Donc je me disais, Margot, là, tu vas nulle part, quoi. J'avais des faux, des vols, des délits de presse. Donc délits de presse, c'est les anarchistes qui ont appelé à la révolution, et voilà. Donc je voyais pas où j'allais. Et j'avais aussi beaucoup d'homicides, mais d'hommes sur des hommes. Cette quantité d'homicides d'hommes sur les hommes est énorme, mais c'est vraiment la majorité des homicides, c'est vraiment écrasant en fait dans les archives judiciaires. Alors en nouveau, est-ce que c'est un biais de l'archive judiciaire ? C'est énorme, et donc en fait, si j'avais voulu faire ce travail, en allant chercher dans le creux, en tout cas, voilà, avec cette question de la transidentité, pour la saisir dans les archives, il faut interroger le rien. Et donc ça, moi, avec déjà mon matériau de mes 380 cas de féminicide, j'avais suffisamment à faire, quoi. Mais effectivement, en creux, voilà, c'est compliqué. J'ai un cas où j'ai un homme qui visiblement se travestissait, qui a tué une femme. Il m'a été hyper difficile de discuter en fait l'hypothèse, parce que c'est pas du tout quelque chose qui revient dans les analyses, il est pas fiché, il fréquente pas visiblement d'endroits spécifiques, etc. Donc j'ai pas pu pousser bien loin l'analyse, quoi. Donc sur ce fait-là, je vais pas avoir des conclusions très importantes. La seule conclusion que j'ai, c'est une conclusion méthodologique. Si on veut y aller, faut fonctionner différemment avec les archives. Moi, j'ai une question, du coup, pour rebondir un petit peu là-dessus. Est-ce que tu as des féminicides lesbophobes ? Et est-ce que tu as des femmes qu'on peut supposer ont été tuées parce qu'elles étaient trop viriles ou parce qu'elles étaient dans une transgression de genre, par exemple ? Ou est-ce que... Alors, des femmes trop viriles, j'en ai. Des femmes qui ont un caractère et des femmes notamment qui ont décidé, même si elles n'ont pas le droit, qu'elles allaient se séparer de leur époux. Et vraiment, des femmes qui ont décidé, en fait, je ne vais pas passer ma vie avec ce mec-là, que mes parents ont voulu que j'épouse et qui me rend la vie horrible. Donc, elles sont vraiment billes en tête, je vais faire ma vie toute seule. Donc, elles désertent le domicile conjugal. Elles sont très... donc, c'est un concept qui m'a beaucoup aidé, moi, dans la rédaction de la thèse. C'est le concept d'agentivité. L'agentivité, selon Judith Butler, c'est ce que je peux faire avec ce qu'on a fait de moi. Donc ça veut dire ce que je peux faire en tant que femme dans une société qui me limite. Et en fait, ces femmes-là, elles vont vraiment pousser leur agentivité au maximum. Elles sont complètement hors la loi, elles sont en dehors du domicile conjugal, elles sont vraiment... voilà. Et en fait, elles vont pousser. Et donc ça, effectivement, on va les décrire comme des femmes... En fait, on retombe sur la mauvaise victime, parce que là, c'est des femmes qui avaient un caractère trop important, etc. Donc ça, j'en ai. Par contre... encore plus difficile à lire peut-être que l'homosexualité dans les archives. J'ai de l'homosexualité. J'ai par exemple des hommes qui ont été accusés d'avoir tué des femmes, qui avaient dénoncé qu'ils avaient des relations sexuelles avec des enfants hommes. Donc ça, j'en ai. Donc la question de la pédérastie, c'est le mot qui est utilisé, j'en ai pas mal. Mais par contre, la question du lesbianisme dans les archives est quasiment ingérable, parce qu'il est gommé par l'archive. Donc même s'il y en a, on a un cas qu'on a trouvé, donc Margot Béal qui a travaillé sur les vols de domestiques. Elle a un cas incroyable où elle a deux domestiques qui s'imaginent, c'est un peu Thelma et Louise, quoi, la grande vie, qui partent, qui vont essayer de tuer le patron, et qui veulent partir avec ses sous pour mener la grande vie. Donc elles ont ce cas, et c'est le seul qu'on a trouvé. Moi, j'en ai aucun où je me pose la question. Enfin, j'en ai un, on va dire, où je me pose la question. Donc, il y a un cas dont on n'a pas parlé, c'est que j'ai aussi des femmes qui tuent des femmes. Et notamment, j'ai un cas on va dire, d'une domestique qui va assassiner une autre domestique parce qu'elle jalousait la relation qu'elle avait avec la maîtresse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là ? Peut-être, mais les archives policières, la manière dont elles sont écrites, empêche complètement de le lire. Donc je peux faire une hypothèse, mais j'ai pas de preuves, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et justement, les meurtres de femmes sur les femmes, est-ce que vous avez pu avoir des exemples de meurtres de femmes sur les femmes qui rentrent dans les catégories de féminicide ? Complètement, oui, il y en a.
Justement, en fait, la décision de Russell, pourquoi elle passe de la première à la deuxième, c'est qu'en fait, elle se rend compte dans l'étude du matériau que même si c'est la majorité des hommes qui tuent des femmes, il y a bien des femmes qui participent, qui commanditent, donc notamment dans les crimes d'honneur, c'est le cas. Dans les néonaticides sexosélectifs, on a beaucoup de femmes, de mères qui vont dire « Ah mais ça signifie qu'il faut que tu la tues ». Donc elle ne voulait pas l'exclure. Donc c'est pour ça qu'on passe en fait à la deuxième définition, parce que ce qui importe, c'est pas tant l'identité de genre de la personne qui tue que celle qui est tuée. Et en fait, il faut se dire, voilà, le féminicide, c'est défini à partir de la personne qui est tuée. Donc j'ai une vingtaine de cas de femmes qui tuent des femmes. Ce qu'on constate, c'est que les dossiers d'archives sont beaucoup moins complets. Et donc, j'ai pas pu conclure dans ces 20 cas au fait que c'était des féminicides. Mais j'en ai au moins conclu, voilà, je crois que j'en ai une dizaine où je me dis ce sont des féminicides. Donc, il y a des motivations qui recoupent celles des hommes sur on va dire, des formes de jalousie. Ce que j'ai appelé aussi les féminicides crapuleux, où on voit bien qu'on a un motif de ciblage lié à la question de l'argent et parce que c'était une femme. Donc là, ça rejoue complètement les cadres. Ce qui est sans doute plus compliqué parfois, un cas qui m'a posé problème, c'est les sericides, quoi, le fait de tuer sa sœur. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est là où je suis la plus mauvaise, c'est-à-dire que j'ai pas assez d'outils théoriques pour analyser ces cas-là. J'ai du mal à savoir, est-ce que c'est une histoire est-ce que c'est traversé par le genre ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, j'ai un peu du mal. Par contre, dans les cas de maricide, de femmes qui auraient tué leur mère, là, en fait, c'est un cas qui est tellement présent aussi du côté des hommes qu'on retrouve les mêmes logiques, donc c'est plus facile d'analyser. Mais là, entre sœurs, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut en prendre encore une éventuellement. Je ne sais pas quelle heure il est. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Merci Margot. Merci à vous d'avoir été présent et d'avoir posé toutes ces questions.